Imagine que tu te tiens devant un miroir. Mais ce miroir ne reflète pas seulement ton visage. Il te montre tes rêves, tes peurs les plus profondes et même des souvenirs qui ne t'appartiennent pas. Des fragments d'histoires anciennes, venus d'un passé collectif. Et si je te disais qu'un homme a passé sa vie à explorer ce miroir de l'âme humaine? Cet homme, c'est Carl Gustav Jung. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans son univers fascinant. Prépare-toi à découvrir des vérités sur toi-même que tu n'aurais jamais soupçonnées. Chapitre 1. Les racines de Jung. Une enfance entre ombre et lumière. Carl Gustav Jung, l'un des esprits les plus influents du XXe siècle, est né le 26 juillet 1875 dans le petit village de Kesswil, en Suisse, au bord du lac de Constance. Mais derrière cette naissance, dans un cadre paisible, se cache une enfance marquée par des tensions familiales, des expériences mystiques et une solitude qui allait profondément façonner sa vision de la psyché humaine. Un héritage familial complexe. Carl était le fils unique survivant de Paul Achilles Jung, un pasteur protestant, et d'Emily Preiswerk, issu d'une famille intellectuelle et spirituellement énigmatique. Avant sa naissance, ses parents avaient déjà perdu 2 enfants, 2 morts-nés et un fils nommé Paul, décédé peu après sa naissance en 1873. Ce contexte familial, chargé de pertes, a sans doute contribué à la profondeur introspective qui caractérisera Carl tout au long de sa vie. Son père, Paul Jung, était un homme érudit mais désillusionné. Pasteur dans l'église réformée suisse, il avait hérité d'une foi qu'il peinait à concilier avec ses propres doutes intellectuels. Carl se souviendra plus tard de son père comme d'un homme gentil, mais incapable de répondre à ses questions spirituelles profondes. Cette déception envers l'approche académique et rigide de la foi paternelle nourrira son propre questionnement sur la religion. Sa mère, Emily Preiswerk, était une femme complexe et mystérieuse. Dépressive et sujette à des épisodes mystiques, elle affirmait être visitée par des esprits pendant la nuit. Jung décrira sa mère comme ayant 2 facettes. Une personnalité diurne, chaleureuse et aimante, et une personnalité nocturne étrange et inquiétante. Lorsqu'il avait 3 ans, Emily fut temporairement internée dans un hôpital psychiatrique, laissant Carl avec un sentiment d'abandon qui marquera profondément son développement émotionnel. Anecdote marquante. Jung racontera avoir vu une figure lumineuse et indistincte sortir de la chambre de sa mère une nuit. Cette expérience étrange restera gravée dans son esprit et alimentera son intérêt pour les phénomènes paranormaux. Une enfance solitaire mais riche en introspection. Enfant unique pendant plusieurs années, sa sœur Gertrude ne naîtra qu'en 1884, Carl grandit dans une solitude relative. Cet isolement lui permet cependant de développer une imagination débordante et une capacité d'observation exceptionnelle. Un garçon introverti, Jung passait des heures à observer les adultes autour de lui, essayant de comprendre leur comportement et leurs motivations. Il dira plus tard que ces observations précoces ont influencé son intérêt pour la psychologie. La dualité intérieure. Dès son plus jeune âge, Jung ressentait en lui ce qu'il appelait 2 personnalités. La première était celle d'un enfant suisse ordinaire vivant dans le présent. La seconde était celle d'un homme plus âgé, empreint d'une sagesse intemporelle et autoritaire. Cette dualité deviendra un thème central dans ses théories sur la psyché humaine. Exemple frappant. À l'âge de 10 ans, Jung sculpta une petite figurine humaine dans le bois d'une règle cassée et l'enferma dans une boîte avec un caillou peint en 2 parties. Il créa un rituel secret autour de cet objet, y laissant des messages écrits dans une langue inventée. Des années plus tard, il reliera cet acte à des pratiques totémiques similaires observées dans des cultures indigènes à travers le monde. Une éducation marquée par la religion et les mythes. La famille Jung baignait dans une tradition religieuse forte. Plusieurs générations de pasteurs figuraient parmi ses ancêtres. Son grand-père maternel, Samuel Preiswerk, était un théologien renommé qui prétendait converser avec les morts. Ce mélange entre foi chrétienne stricte et spiritualité mystique marquera profondément Carl. L'enseignement paternel, son père lui apprit le latin dès son plus jeune âge, ce qui ouvrit à Carl les portes des textes classiques et religieux.
Mais alors que Paul enseignait à son fils les dogmes chrétiens traditionnels, Karl développait déjà une vision critique de ces doctrines. Fascination pour les religions exotiques. Sa mère lui lisait régulièrement des histoires sur les religions orientales issues d'un livre illustré pour enfants. Les images des dieux hindous captivaient Karl au point qu'il revenait sans cesse contempler ces illustrations. Réflexion personnelle. Jung rejeta rapidement l'idée que la vie du Christ était le seul événement décisif dans l'histoire divine. Il voyait Jésus comme un homme faillible ou comme un simple porte-parole du Saint-Esprit, une idée radicale pour l'époque. Les premières influences intellectuelles. Adolescent, Jung développa un intérêt pour la philosophie grâce à ses lectures de Kant, Schopenhauer et Nietzsche. Ces penseurs nourrirent son questionnement sur la nature du moi et du divin. Mais c'est également pendant cette période qu'il fit ses premières expériences avec le paranormal. Les séances spirites. Avec sa cousine Ellie Preiswerk, il participa à des séances où elle prétendait entrer en contact avec des esprits. Bien que sceptique face à certains aspects de ces événements, il fut fasciné par leur impact psychologique sur les participants. Un tournant personnel, la chute à l'école. Un événement marquant survint lorsque Jung avait environ 12 ans. Après avoir été poussé par un camarade à l'école, il tomba violemment au sol et perdit connaissance pendant quelques instants. Cet incident déclencha chez lui une peur intense liée aux interactions sociales. Mais ce qui aurait pu devenir un traumatisme paralysant se transforma en catalyseur pour sa réflexion intérieure. Il décida qu'il ne laisserait jamais les attentes ou les jugements des autres dicter sa vie. Cette expérience renforça son introspection naturelle et son intérêt pour les mécanismes psychologiques sous-jacents aux comportements humains. L'enfance de Carl Gustav Jung fut marquée par une solitude fertile en imagination, des tensions familiales complexes et des expériences mystiques troublantes. Ces premières années posèrent les bases de sa quête intellectuelle pour comprendre les profondeurs de l'esprit humain. En grandissant dans cette atmosphère mêlant science rigoureuse et spiritualité mystérieuse, Jung développa une sensibilité unique qui allait nourrir ses théories révolutionnaires sur l'inconscient collectif, les archétypes et le processus d'individuation. Et toi, si tu regardes ton propre passé, ton enfance ou tes premières expériences, quelles influences vois-tu aujourd'hui dans ta manière d'être ou tes choix? Est-ce que ton enfant intérieur te parle encore? Chapitre 2. Les premières influences entre science et spiritualité. La figure du Christ et la mort. Très jeune, Jung associe la figure de Jésus-Christ à des images sombres et menaçantes. À 3 ans, il est témoin d'enterrement où il voit des cercueils noirs et des visages graves. Une prière que sa mère lui enseigne évoquant Jésus comme celui qui prend les enfants avec lui ne le réconforte pas, mais l'effraie. Pour lui, Jésus devient une figure liée à la mort plutôt qu'à la vie. Les religions exotiques. Avant même de savoir lire, sa mère lui montre un livre illustré pour enfants, Orbis Pictus, contenant des images fascinantes de divinités hindoues comme Brahma, Vishnu et Shiva. Ces figures mythologiques exercent une forte attraction sur le jeune Karl, qui les associe à certains de ses rêves précoces. Cependant, il remarque une pointe de mépris dans le ton de sa mère lorsqu'elle parle de ces religions païennes. Un esprit critique face au christianisme. Bien qu'élevé dans un cadre chrétien strict, Jung développe très tôt une méfiance envers les dogmes religieux. Il ressent que les enseignements qu'on lui impose ne répondent pas à ses intuitions profondes. Une soif de mystère. Enfant, Jung est constamment en quête de quelque chose de mystérieux et d'inexpliqué. Il se sent frustré par les explications simplistes du christianisme orthodoxe. À 11 ans, en 1886, il commence à distinguer Jésus de Dieu dans ses réflexions personnelles. Pour lui, Jésus est une figure humaine faillible, tandis que Dieu représente une force plus vaste et incompréhensible. Une communion décevante. Lorsqu'il assiste à sa première communion, il espère vivre une révélation spirituelle intense. Mais l'expérience le laisse profondément insatisfait. Il n'y trouve ni transcendance, ni connexion divine. Cette déception renforce son scepticisme envers les formes extérieures de la religion. L'influence des séances spirites. Durant son adolescence, Jung participe à des séances spirites organisées par sa cousine Ellie Preiswerk.
Ces expériences éveillent en lui un intérêt pour l'invisible et le conduisent plus tard à explorer des traditions ésotériques comme l'alchimie et le gnosticisme. Il commence également à voir ces phénomènes comme des manifestations symboliques de l'inconscient collectif plutôt que comme des événements surnaturels au sens strict. Les influences philosophiques précoces. Adolescent, Jung découvre les œuvres de grands philosophes qui deviendront des influences majeures dans sa pensée. Kant inspire Jung par sa critique des limites de la raison humaine. Cette idée pousse Karl à explorer les dimensions non rationnelles de l'expérience humaine, notamment les rêves et les symboles religieux. Arthur Schopenhauer nourrit chez Karl une fascination pour le concept d'une volonté universelle irrationnelle qui sous-tend toute existence. Friedrich Nietzsche, les notions nietzschéennes du surhomme et du dépassement des valeurs traditionnelles résonnent fortement avec le désir de Karl d'explorer au-delà des dogmes religieux établis. Le choix d'une carrière scientifique. Malgré son attirance pour la théologie ou l'archéologie, deux disciplines qui combinent science et spiritualité, Jung choisit finalement d'étudier la médecine à l'université de Bâle en 1895. Il se spécialise rapidement en psychiatrie car elle lui semble être le domaine idéal pour explorer le lien entre corps et esprit. Son travail précoce en tant qu'assistant psychiatre d'Eugène Bleuler, célèbre pour ses travaux sur la schizophrénie, lui permet d'approfondir ses connaissances sur les troubles mentaux tout en développant ses propres méthodes expérimentales. Une tension fertile entre science et spiritualité. Dès ses premières années d'études, Jung refuse de choisir entre science et spiritualité. Il considère que ces deux domaines sont complémentaires plutôt qu'opposés. La science fournit une méthode rigoureuse pour explorer la psyché humaine. La spiritualité offre un cadre symbolique pour comprendre les dimensions profondes de l'expérience humaine. Cette approche intégrative deviendra la marque distinctive de sa psychologie analytique. Une quête personnelle devenue universelle. Les premières influences de Carl Gustav Jung, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou mystiques, ont nourri chez lui une quête incessante pour comprendre les profondeurs de l'esprit humain. Sa capacité unique à intégrer ces dimensions apparemment opposées a jeté les bases d'une théorie révolutionnaire qui continue d'inspirer aujourd'hui. Et toi, as-tu déjà ressenti cette tension entre ce que tu vois comme rationnel et ce que tu ressens comme spirituel ? Comment ces deux dimensions coexistent-elles dans ta vie ? Chapitre 3. La rencontre avec Freud, une amitié explosive. En 1907, Jung rencontre Sigmund Freud. Imagine cette scène. Deux esprits brillants discutant pendant 13 heures d'affilée. Freud voit en Jung son héritier intellectuel. Ensemble, ils explorent les profondeurs de l'inconscient humain, mais rapidement, leurs visions divergent. Freud réduit l'inconscient au désir sexuel refoulé. Jung y voit bien plus, un univers riche en symboles universels et en expériences spirituelles. Leur rupture en 1913 est brutale, mais nécessaire. Pour Jung, c'est une libération qui lui permet de développer sa propre théorie révolutionnaire, la psychologie analytique. Concernant ce chapitre, on va s'arrêter là pour rester concentré sur Karl et ses points de vue. Chapitre 4. Les grandes découvertes, l'inconscient collectif et les archétypes. Carl Gustav Jung a révolutionné la psychologie en introduisant deux concepts fondamentaux, l'inconscient collectif et les archétypes. Ces idées ne se contentent pas de décrire la psyché humaine individuelle, mais explorent des dimensions universelles qui relient chaque individu à l'ensemble de l'humanité. Ce chapitre plonge dans ces découvertes majeures, leurs origines, leur fonctionnement et leurs impacts sur notre compréhension de nous-mêmes et du monde. L'inconscient collectif, une mémoire universelle. Définition et distinction avec l'inconscient personnel. L'inconscient collectif, terme introduit par Jung en 1916 dans son essai « La structure de l'inconscient », désigne une couche profonde de la psyché humaine partagée par tous les individus. Contrairement à l'inconscient personnel, qui contient les souvenirs refoulés et les expériences uniques d'un individu, l'inconscient collectif est universel, inné et hérité. Il constitue une sorte de réservoir psychique contenant des images primordiales et des motifs symboliques communs à toute l'humanité. Jung décrit cette structure comme un héritage psychologique analogue à l'héritage biologique. Tout comme nous héritons de traits physiques de nos ancêtres, nous recevons également des schémas mentaux fondamentaux.
Carl Jung disait « L'existence de l'inconscient collectif signifie que la conscience individuelle n'est pas une tabula rasa, qui signifie effacer le passé et recommencer à zéro, mais qu'elle est influencée par des présuppositions héritées. » Origine du concept. Jung développe cette idée en observant des motifs récurrents dans les rêves de ses patients, mais aussi dans les mythes, contes et religions du monde entier. Il remarque que des symboles similaires apparaissent dans des cultures éloignées géographiquement et historiquement, sans qu'il soit possible d'expliquer ces similitudes par un contact direct. Par exemple, le motif du grand déluge existe dans les récits bibliques, Noé, récits sumériens, Gilgamesh, et récits hindous, Manu. Pour Jung, ces récits ne sont pas copiés les uns sur les autres, mais émanent d'une source commune, l'inconscient collectif. Les archétypes, les formes universelles de la psyché. Qu'est-ce qu'un archétype? Les archétypes sont les éléments constitutifs de l'inconscient collectif. Ce sont des modèles universels qui structurent nos pensées, émotions et comportements. Ils ne sont pas des images fixes ou spécifiques, mais plutôt des formes vides qui prennent vie lorsqu'elles interagissent avec nos expériences personnelles. Jung compare les archétypes à un système axial dans un cristal. Ils donnent une structure fondamentale, mais leur manifestation dépend du contexte individuel ou culturel. Carl Jung disait « Les archétypes sont comme les liturgies invisibles de l'esprit humain ». Jung a identifié plusieurs archétypes fondamentaux qui apparaissent dans toutes les cultures sous différentes formes symboliques. La persona est le masque social que nous portons pour nous adapter aux attentes extérieures. Elle représente notre façade publique, ce que nous montrons au monde. Mais attention, une identification excessive à la persona peut entraîner une aliénation du soi authentique. Par exemple, un politicien charismatique peut être tellement identifié à son rôle public qu'il perd le contact avec ses besoins intérieurs. Autre exemple, une personne peut réaliser qu'elle a construit sa vie autour de ce que ses parents ou la société attendent d'elle, au détriment de ses aspirations profondes. L'ombre incarne les aspects refoulés ou inacceptables de notre personnalité, nos peurs, désirs ou comportements jugés inappropriés. Elle est souvent perçue comme négative, mais Jung insiste sur le fait qu'intégrer son ombre est essentiel pour atteindre la plénitude psychologique. Par exemple, dans Star Wars, Dark Vador représente l'ombre que Luke Skywalker doit affronter pour grandir. Confrontation avec l'ombre. Cette étape peut être difficile car elle implique d'affronter des vérités inconfortables sur soi-même. Par exemple, quelqu'un qui se perçoit comme gentil pourrait découvrir une colère refoulée ou un besoin caché de contrôle. Intégrer l'ombre permet non seulement de réduire les conflits internes, mais aussi d'accéder à des ressources cachées comme la créativité ou le courage. L'anima et l'animus. Ces archétypes représentent les énergies féminines, anima, chez l'homme, et les énergies masculines, animus, chez la femme. Leur intégration permet un équilibre entre polarités psychiques opposées. Par exemple, un homme trop identifié à son énergie rationnelle pourrait ignorer son intuition ou sa sensibilité, anima. Une femme trop attachée à son rôle nourricier pourrait négliger son assertivité ou son ambition, animus. L'intégration de ces polarités permet une plus grande complétude et enrichit les relations interpersonnelles en réduisant les projections sur le sexe opposé. Le soi est le centre ultime de la psyché, représentant l'unité entre le conscient et l'inconscient. Il est souvent symbolisé par des mandalas ou des figures divines dans différentes cultures. Exemple, le Bouddha ou le Christ peuvent être vus comme des représentations du soi dans leurs traditions respectives. Le soi est l'objectif ultime du processus d'individuation. Il représente la totalité psychique, l'intégration harmonieuse du conscient et de l'inconscient. Atteindre le soi ne signifie pas éliminer les conflits internes, mais apprendre à vivre avec eux en équilibre. Symbole du soi. Le mandala, cercle sacré, est un symbole fréquent du soi dans les rêves. Exemple clinique, un patient qui rêve régulièrement d'un cercle lumineux pourrait être guidé par son inconscient vers une quête d'unité intérieure. Comment ces concepts se manifestent-ils? Dans les rêves. Pour Jung, les rêves sont une voie royale vers l'inconscient collectif. Les symboles qui y apparaissent ne sont pas seulement liés à nos expériences personnelles, mais peuvent aussi refléter des motifs universels. Rêver d'un serpent peut représenter une peur personnelle, venin,
ou un symbole universel de transformation, mu. Dans les mythes et récits, les mythes sont une expression directe des archétypes. Ils racontent des histoires universelles sur la lutte entre le bien et le mal, la quête du héros ou encore le mystère de la création. Exemple, le voyage du héros décrit par Joseph Campbell, le héros aux 1000 visages, est basé sur les archétypes de Carl Jung. L'impact thérapeutique. Explorer ses propres archétypes. Le patient est encouragé à explorer ses propres rêves, fantasmes ou projections pour identifier quels archétypes influencent sa vie. Exemple clinique. Une femme rêvant d'une vieille sorcière pourrait être confrontée à son ombre féminine non intégrée, peut-être une colère refoulée ou une peur d'être jugée comme mauvaise. Le processus d'individuation consiste à intégrer ces différentes facettes, persona, ombre, anima, animus, pour atteindre le soi. C'est un cheminement vers la plénitude où chaque partie de la psyché trouve sa place harmonieuse. Critique et limites. Bien que révolutionnaire, le concept d'inconscient collectif a fait face à plusieurs critiques. Manque de preuves empiriques. Certains scientifiques considèrent cette théorie comme spéculative. Influence culturelle biaisée. Les archétypes identifiés par Jung reflètent principalement des traditions occidentales. Difficulté d'expérimentation. L'inconscient collectif étant par définition inconscient, il est difficile à mesurer directement. Cependant, ces défenseurs soulignent que ces idées trouvent un écho dans des disciplines comme l'anthropologie ou même la neuroscience. Par exemple, les schémas comportementaux innés. L'idée d'un inconscient collectif peuplé d'archétypes universels a transformé notre compréhension de la psyché humaine. Ces concepts ne se limitent pas à la psychologie clinique. Ils éclairent également notre relation aux mythes, aux religions et aux arts. En explorant ces dimensions cachées en nous-mêmes, Jung nous invite à embrasser notre humanité commune tout en découvrant notre unicité profonde. Quels archétypes semblent dominer ta vie aujourd'hui? Et si tu regardais tes rêves ou tes choix quotidiens sous cet angle, quel symbole universel y trouverais-tu? Chapitre 5. Le processus d'individuation, devenir soi-même. Pour Carl Jung, le but ultime de la vie n'est pas simplement d'être heureux ou productif, mais de devenir pleinement soi-même. Le processus d'individuation est l'une des contributions majeures de Carl Gustav Jung à la psychologie moderne. Il s'agit d'un voyage intérieur complexe, une quête pour devenir pleinement soi-même en intégrant les différentes facettes conscientes et inconscientes de la psyché. Ce concept, au cœur de la psychologie analytique, dépasse la simple idée de développement personnel pour toucher à des dimensions spirituelles et universelles. Cela implique confronter son ombre pour intégrer ses aspects refoulés, équilibrer ses polarités internes, masculin-féminin, découvrir le soi comme totalité psychique. L'individuation est un processus naturel et nécessaire qui permet à chaque individu de devenir une personnalité unique et indivisible. Jung l'a décrit comme un cheminement vers l'intégration de toutes les parties de l'être, conscientes et inconscientes, pour atteindre une unité intérieure. Contrairement à l'idée d'un perfectionnement extérieur ou d'une conformité sociale, l'individuation consiste à se libérer des attentes extérieures, la persona, et des influences inconscientes, les archétypes, pour découvrir son soi authentique. C'est un voyage héroïque vers l'unité intérieure. Mais attention, ce chemin exige du courage pour affronter ses propres ténèbres. Les outils pour favoriser l'individuation. Jung a développé plusieurs méthodes pour faciliter le processus d'individuation. L'analyse des rêves. Les rêves sont une voie royale vers l'inconscient. Ils contiennent des messages symboliques qui peuvent guider le processus d'individuation. Exemple. Un rêve récurrent où un individu se perd dans une forêt pourrait symboliser un besoin d'explorer des aspects inconnus de sa psyché. L'imagination active. Cette technique consiste à dialoguer consciemment avec des images issues de l'inconscient, par exemple un personnage apparaissant dans un rêve. Cela permet d'approfondir la compréhension des symboles et d'intégrer leurs messages. Les pratiques spirituelles, comme le yoga, la méditation ou même l'alchimie, des outils puissants pour explorer et intégrer les dimensions inconscientes de la psyché. L'individuation n'est pas seulement un processus psychologique mais aussi spirituel. Il considérait que chaque individu porte en lui une dimension transcendante qui cherche à s'exprimer. Carl Jung disait « L'homme moderne ne souffre pas tant d'un conflit entre le bien et le mal que d'une perte de sens ».
En intégrant les archétypes universels présents dans l'inconscient collectif, l'individu peut retrouver un sentiment d'appartenance au cosmos tout en affirmant sa singularité. Critique du concept d'individuation. Bien que révolutionnaire, le concept d'individuation a été critiqué pour plusieurs raisons. Sa subjectivité. Certains considèrent que Jung n'a pas défini clairement les étapes du processus. Son caractère élitiste, l'individuation semble parfois inaccessible aux personnes confrontées à des contraintes matérielles ou émotionnelles importantes. Sa dimension mystique, les critiques reprochent à Jung son intérêt pour des disciplines ésotériques comme l'alchimie ou l'astrologie. Cependant, ces critiques n'enlèvent rien à la puissance transformative du concept pour ceux qui s'y engagent pleinement. Le processus d'individuation proposé par Carl Gustav Jung est bien plus qu'une quête personnelle. C'est un voyage universel, vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. En intégrant nos différentes facettes, persona, ombre, anima, animus, nous pouvons non seulement atteindre une unité intérieure, mais aussi contribuer à un monde plus équilibré. Et toi, quels aspects refoulés ou ignorés pourraient enrichir ta vie si tu osais les explorer? Quels rêves ou symboles te guident peut-être déjà sur ton propre chemin d'individuation? Chapitre 6. La synchronicité, quand le hasard fait sens. As-tu déjà vécu une coïncidence si étrange qu'elle semblait significative? Par exemple, penser à un ami perdu depuis longtemps et recevoir soudainement un message de lui? Pour Jung, ce n'est pas du hasard pur. C'est ce qu'il appelle la synchronicité. La synchronicité montre que notre psyché est connectée au monde extérieur d'une manière mystérieuse mais profondément significative. La synchronicité est l'un des concepts les plus fascinants et énigmatiques développés par Carl Gustav Jung. Elle désigne ces moments où des événements extérieurs, apparemment sans lien causal, coïncident de manière significative avec nos états intérieurs. Ce phénomène, que Jung appelle un principe de connexion acausale, offre une nouvelle perspective sur la manière dont la psyché humaine interagit avec le monde extérieur. Définition de la synchronicité. Contrairement à une simple coïncidence, la synchronicité implique une connexion symbolique ou psychologique entre deux événements, l'un interne, pensée, rêve, émotion, et l'autre externe, événement dans le monde matériel. La synchronicité signifie la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs événements parallèles significatifs par rapport à cet état. En d'autres termes, ces événements semblent orchestrés par une force invisible ou un ordre universel qui dépasse notre compréhension rationnelle. Origine du concept. Carl Jung a commencé à développer l'idée de synchronicité dans les années 20, mais il l'a formalisée dans les années 50 grâce à sa collaboration avec le physicien Wolfgang Pauli. Ensemble, ils ont exploré les liens entre la psychologie et la physique quantique, notamment autour de l'idée que le temps et l'espace pourraient ne pas être les seules dimensions influençant notre réalité. Les caractéristiques fondamentales de la synchronicité. Jung identifie 3 éléments clés pour qu'un événement soit considéré comme synchronistique, une coïncidence temporelle. 2 événements se produisent simultanément ou dans un laps de temps rapproché. Une absence de lien causal. Il n'y a aucune explication logique ou scientifique reliant ces événements. Une signification subjective. L'individu perçoit ces événements comme porteurs d'un sens profond ou d'un message personnel. Exemple célèbre de synchronicité, le scarabée doré. L'exemple le plus connu est celui d'une patiente rationnelle et sceptique qui racontait un rêve où elle recevait un bijou en forme de scarabée doré. Pendant qu'elle décrivait ce rêve, Jung entendit un bruit à la fenêtre. En l'ouvrant, il trouva un scarabée doré, en réalité un coléoptère vert doré, qui n'était pas commun dans cette région. Il captura l'insecte et le montra à sa patiente en disant « Voici votre scarabée ». Cet événement brisa les défenses intellectuelles de la patiente et ouvrit la voie à une transformation psychologique profonde. Les rêves prémonitoires. Jung rapporte également des rêves prémonitoires chez certains patients où des symboles liés à des événements futurs apparaissaient avant que ces derniers ne se produisent. Ces rêves étaient souvent accompagnés d'émotions intenses qui renforçaient leur impact. Les alignements symboliques. Un autre exemple courant est celui où une personne pense intensément à quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, pour ensuite recevoir un appel ou croiser cette personne par hasard.
Ces alignements sont souvent interprétés comme des messages ou des signes. Les archétypes jouent un rôle central en donnant une signification symbolique aux événements synchronistiques. Par exemple, voir fréquemment des images d'un serpent pourrait indiquer que l'archétype de transformation associé au serpent est activé dans la vie d'une personne. La dimension spirituelle de la synchronicité. Pour Jung, la synchronicité n'est pas seulement un phénomène psychologique, mais aussi spirituel. Elle suggère l'existence d'un ordre caché dans l'univers, où tout est interconnecté. Elle peut être perçue comme une guidance divine, offrant des indices sur le chemin de vie d'une personne. De nombreuses traditions spirituelles considèrent les coïncidences significatives comme des messages du divin ou des forces supérieures. Application thérapeutique. Reconnaître et explorer les expériences de synchronicité peut avoir plusieurs bénéfices. Briser les résistances rationnelles. Comme dans le cas du scarabée doré, ces expériences peuvent ouvrir les patients à des dimensions plus profondes de leur psyché. Renforcer le processus d'individuation. Les synchronicités offrent souvent des indices sur les aspects inconscients que le patient doit intégrer pour progresser. Donner du sens aux crises. Lorsqu'une personne traverse une période difficile, une synchronicité peut lui offrir un sentiment de connexion et d'espoir. Critique et limites. Bien que fascinante, l'idée de synchronicité a été critiquée pour son manque de base empirique solide. Certains scientifiques considèrent qu'il s'agit simplement d'une interprétation subjective de coïncidences aléatoires. D'autres soulignent que chercher constamment des signes pourrait conduire à une pensée magique ou superstitieuse. Cependant, Jung lui-même avertissait contre une interprétation excessive des synchronicités. Il insistait sur le fait qu'elles doivent être comprises comme des phénomènes symboliques plutôt que littéraux. Comment reconnaître et utiliser les synchronicités? Développer son attention. Les synchronicités sont souvent subtiles. Pour les reconnaître, il faut cultiver une conscience attentive aux détails et aux répétitions symboliques. Interpréter avec discernement. Il est essentiel de ne pas voir chaque coïncidence comme une synchronicité, mais plutôt d'évaluer si elle a une signification personnelle profonde. Intégrer les messages. Les expériences synchronistiques peuvent offrir des pistes sur nos choix ou nos défis actuels. Par exemple, croiser plusieurs fois un symbole particulier pourrait inviter à explorer un aspect refoulé de soi-même. La synchronicité est bien plus qu'un simple hasard. Elle représente une fenêtre sur les interconnexions mystérieuses entre notre psyché intérieure et le monde extérieur. En prêtant attention à ces moments significatifs, nous pouvons non seulement mieux comprendre notre inconscient, mais aussi trouver du sens dans nos expériences quotidiennes. As-tu déjà vécu une coïncidence si frappante qu'elle semblait porteuse d'un message? Et si tu prêtais davantage attention au hasard autour de toi? Chapitre 7. L'héritage culturel de Jung. Carl Gustav Jung n'a pas seulement révolutionné la psychologie, il a laissé une empreinte indélébile sur la culture mondiale. Ces concepts, comme l'inconscient collectif, les archétypes et le processus d'individuation, ont transcendé les frontières de la psychologie pour influencer des domaines aussi variés que la littérature, le cinéma, l'art, la philosophie et même les jeux vidéo. Une influence qui dépasse la psychologie. Jung a élargi la compréhension de la psyché humaine en introduisant des concepts universels qui résonnent profondément avec l'expérience humaine. Ces idées ont trouvé un écho bien au-delà des cabinets de psychanalyse. L'inconscient collectif et les mythes universels. L'idée d'un inconscient collectif contenant des archétypes universels a transformé notre manière d'interpréter les récits humains. Jung a montré que les mythes, légendes et contes de fées ne sont pas de simples histoires, mais des expressions symboliques des structures fondamentales de l'esprit humain. Exemple dans le cinéma, des réalisateurs comme Christopher Nolan ou George Lucas, Star Wars, ont intégré des archétypes jungiens tels que le héros, l'ombre ou le sage dans leurs récits. Les archétypes dans la culture populaire. Les archétypes identifiés par Jung, tels que le héros, l'ombre ou encore le sage, sont devenus des outils puissants pour structurer les récits dans tous les médias. Le héros. Le voyage du héros est un motif universel qui traverse toutes les cultures. Aujourd'hui, on retrouve ce schéma narratif dans la mythologie grecque, Hercule. Le cinéma moderne, Harry Potter, Neo dans The Matrix. Les jeux vidéo, Link dans The Legend of Zelda.
L'ombre représente les aspects sombres et refoulés de la psyché. Dans la culture populaire, elle est souvent incarnée par l'antagoniste. Le Joker, dans les films Batman, incarne une ombre chaotique et destructrice. Le sage est un guide spirituel ou mentor qui aide le héros à accomplir sa quête. Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Yoda dans Star Wars, l'anima et l'animus. Ces archétypes apparaissent souvent sous forme de personnages qui représentent les polarités masculines et féminines à intégrer. Dans The Matrix, Trinity représente l'anima pour Neo. Dans La Belle et la Bête, chaque personnage aide l'autre à intégrer son animus ou son anima. L'impact sur l'art et la créativité. Jung considérait que l'art était une expression directe de l'inconscient collectif. Il voyait les artistes comme des médiums, capables d'extraire des images primordiales du monde intérieur pour les rendre visibles. Pour Jung, le processus créatif est irrationnel et intuitif. Art moderne. Des artistes comme Salvador Dali ou Jackson Pollock ont exploré des thèmes proches de ceux décrits par Jung, notamment en utilisant des formes abstraites pour représenter l'invisible. La musique et le symbolisme. Des groupes comme The Police, Synchronicity ou Tool intègrent directement ces idées. Les compositeurs classiques modernes utilisent souvent des motifs archétypiques pour structurer leurs œuvres. Jung et la littérature. Jung n'était pas un critique littéraire au sens strict, mais il a profondément influencé notre manière d'interpréter les textes littéraires en y appliquant ses concepts psychologiques. Les écrivains influencés par Jung. De nombreux auteurs ont intégré ces idées dans leurs œuvres. Hermann Hesse, Siddhartha, Demian, explore l'individuation à travers ses personnages. James Joyce, Ulysse, utilise des symboles archétypiques pour structurer son récit. Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent, illustre des conflits entre persona et ombre à travers ses personnages. Les analystes littéraires utilisent souvent les concepts jungiens pour décoder les récits. Les mythes grecs sont relus à travers le prisme des archétypes, héros, mère, ombre. Les contes de fées sont interprétés comme des métaphores du processus d'individuation. Bien que certaines idées de Jung aient été critiquées pour leur caractère spéculatif ou mystique, elles continuent d'influencer plusieurs domaines en psychologie contemporaine. Jung a redéfini notre rapport à la spiritualité en insistant sur son importance psychologique. Il voyait les religions comme des systèmes symboliques reflétant l'inconscient collectif. Ces idées ont influencé des mouvements spirituels modernes comme le New Age ou même certaines approches holistiques en médecine. Critique et controverse. Malgré son influence immense, Jung reste une figure controversée. Ses opinions sur certains sujets sociaux, comme son attitude ambiguë pendant la Seconde Guerre mondiale, ont également suscité des débats. Cependant, ces critiques n'ont pas diminué son impact durable sur la culture mondiale. Un héritage intemporel. Carl Gustav Jung a laissé derrière lui bien plus qu'une théorie psychologique. Il a offert un langage universel pour comprendre nos expériences humaines profondes. Que ce soit à travers un film culte, un roman classique ou une œuvre d'art abstraite, ces idées continuent de nourrir notre quête collective de sens. Chapitre final. Carl Gustav Jung, un explorateur de l'âme humaine et un guide intemporel. Bien plus qu'un psychiatre ou un théoricien, Carl Gustav Jung était un véritable explorateur des profondeurs de l'âme humaine. Sa vie, marquée par des crises personnelles, des visions et une quête incessante de sens, a donné naissance à des concepts qui continuent de résonner dans notre monde contemporain. Mais ce qui rend Jung si fascinant, c'est sa capacité à transformer ses propres luttes intérieures en outils universels pour mieux comprendre la psyché humaine. Le livre rouge, une plongée dans l'inconscient. L'une des périodes les plus marquantes de la vie de Jung est celle où il s'est aventuré dans son propre inconscient, une expérience qu'il a documentée dans le livre rouge. Ce manuscrit monumental, écrit entre 1913 et 1930, est souvent décrit comme un voyage dans l'âme. Après sa rupture avec Freud et une crise existentielle profonde, Jung a commencé à avoir des visions troublantes et des rêves intenses. Un dialogue avec l'inconscient. Dans le livre rouge, Jung engage des dialogues avec des figures symboliques issues de son inconscient. Ce livre n'est pas seulement un texte psychologique, c'est aussi une œuvre artistique.
Les pages sont ornées d'illustrations vibrantes représentant des mandalas, des figures mythologiques et des motifs alchimiques. Il disait souvent que le livre rouge contenait les graines de toutes ses idées ultérieures. Les idées de Jung ne sont pas seulement théoriques, elles ont une application pratique dans nos vies modernes. Voici pourquoi il peut encore nous être utile, comprendre nos conflits intérieurs. Jung nous invite à regarder au-delà de la surface pour explorer nos ombres, ces aspects refoulés ou ignorés de nous-mêmes. Dans un monde où la performance et l'image dominent, cette introspection est essentielle pour trouver un équilibre intérieur. Trouver du sens dans le chaos. La synchronicité, ces coïncidences significatives, nous rappellent que même dans les moments les plus troublants, il peut y avoir un ordre caché ou un message à découvrir. À une époque marquée par l'incertitude, crise écologique, politique ou personnelle, cette idée offre un réconfort et une direction. Explorer notre créativité. Carl Jung croyait que la créativité était une expression directe de l'inconscient collectif. Que ce soit à travers l'art, l'écriture ou la musique, il nous encourageait à utiliser nos talents. Favoriser le dialogue entre science et spiritualité. Jung était convaincu que la science et la spiritualité n'étaient pas opposées, mais complémentaires. À une époque où beaucoup cherchent à concilier rationalité et quête spirituelle, ces idées offrent un pont précieux entre ces deux mondes. Une leçon d'humanité. Jung n'était pas parfait, loin de là. Il a eu ses zones d'ombre, ses relations complexes avec les femmes, ses ambiguïtés pendant certaines périodes historiques, mais c'est précisément cette imperfection qui le rend si humain et si accessible. Il ne prétendait pas être un modèle, mais offrait plutôt un miroir pour que chacun puisse explorer sa propre âme. Il disait souvent que le but n'était pas d'éliminer nos conflits, mais d'apprendre à vivre avec eux en équilibre. Cette vision réaliste et compatissante est peut-être son plus grand héritage. Carl Jung disait « Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection ». Pour terminer cette belle exploration, Carl Gustav Jung nous rappelle que le voyage vers soi-même est le plus grand défi, mais aussi la plus grande aventure. Dans un monde où tout va vite et où nous sommes souvent déconnectés de notre intériorité, il nous invite à ralentir, à écouter nos rêves, nos intuitions et nos synchronicités. Alors que tu réfléchis à ta propre vie, pose-toi cette question. Quels symboles ou motifs reviennent sans cesse dans tes pensées ou tes expériences? Peut-être y a-t-il là un message caché? Et si tu osais plonger dans ton propre inconscient, que pourrais-tu y découvrir? Carl Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille ». Peut-être est-il temps pour toi aussi d'ouvrir les yeux sur ton monde intérieur. Et maintenant que tu as découvert son univers fascinant, demande-toi, quel archétype domine ta vie aujourd'hui? Est-ce le héros qui cherche à surmonter ses défis? L'ombre qui attend d'être intégrée? Ou peut-être le soi qui t'appelle vers une unité intérieure? Je te laisse méditer là-dessus. Et si cet épisode t'a parlé autant qu'il m'a passionné à le présenter, partage-le avec quelqu'un qui pourrait aussi y trouver des réponses. Je te remercie d'avoir suivi l'épisode et je te dis à la prochaine. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.